C'est bon. Donc, on va commencer. Est-ce que vous pouvez me donner votre état civil, me dire comment vous vous appelez, où est-ce que vous êtes né, quand est-ce que vous êtes né, et commencer à raconter l'avant-guerre. Je m'appelle Victor Peraya. Je suis né le 4 avril 1933 à Paris. Et j'habitais avant la guerre avec mes parents à Saint-Nazaire, en Loire-Atlantique. Mes parents travaillaient par là et donc nous étions des provinciaux. La guerre a éclaté en 1939, moi je suis né en 1933, j'avais donc 6 ans à la déclaration de la guerre et j'ai été arrêté en 1942, donc j'avais donc 9 ans lors de mon arrestation. Mes parents étaient des commerçants, nous vivions normalement, c'est-à-dire qu'on n'était pas ni très riche ni très pauvre. Et on avait une enfance agréable, avec des parents aimants et attentionnés. Vous avez des frères et sœurs? J'ai un grand frère qui a 2 ans de plus que moi, mais qui, au moment de la guerre, est parti à Paris avec mes grands-parents, car Saint-Nazaire était une ville où il y avait une base maritime et il y avait beaucoup de bombardements. Donc mes grands-parents ont décidé de partir et ils voulaient nous amener, mon frère et moi, avec eux pour nous protéger. Mais j'étais personnellement très attaché à ma mère et bien qu'enfant, j'ai refusé de la quitter et on a accédé à mes désirs. Dans quelle éducation religieuse vous avez reçue? Est-ce qu'il n'y en avait aucune? Mes parents n'étaient pas pratiquants religieux, on était traditionnalistes, hein, c'est-à-dire qu'on est juif, donc on faisait les fêtes et encore, j'ai pas souvenance par exemple qu'on ait fait les Shabbats chez nous. On n'était pas du tout religieux, mais par contre, ma mère était croyante. Elle parlait souvent de Dieu et donc elle m'avait un peu communiqué ça. Mais je vous dis, on n'était pas du tout pratiquants. Et votre famille est d'origine française Alors, depuis ma mère combien était de temps? déjà née en France et mon père était né en Turquie. Mais il était venu assez jeune en France et c'est là où il a connu ma mère et ils se sont mariés en 1929. D'accord. Donc, est-ce que vous avez d'autres souvenirs d'enfance de cette période D'enfance d'avant-guerre. Oui. D'avant-guerre, vous savez, avant la guerre j'avais 6 ans, donc j'allais à l'école comme tous les enfants. Non, j'ai pas de souvenirs marquants. J'ai des souvenirs à partir de la guerre, à partir des problèmes occasionnés par le gouvernement français lors des lois de Vichy. J'ai des souvenirs notamment, par exemple, d'avoir porté l'étoile. Et ça m'avait beaucoup affecté parce que on était marqué par quelque chose, on était regardé par les gens et on avait toujours tendance à essayer de cacher cette étoile. Mais avant la guerre, vraiment, des souvenirs, je me rappelle de la maison où on habitait, je me rappelle de l'ambiance familiale, mais enfin, j'ai pas de souvenirs marquants qui aient pu occasionner un récit de quelque ordre que ce soit. Donc qu'est-ce qui se passe à la déclaration de guerre? Qu'est-ce que vos parents La déclaration de guerre, mon père s'engage, parce qu'il n'était pas français, lui, il était indéterminé, et il s'engage dans l'armée française. Et il est cantonné à Nantes, où il est fait prisonnier. Mais mon père, qui était d'origine turque, la Turquie était alliée de l'Allemagne, et il s'est arrangé, je ne sais pas comment, mais enfin, il a été libéré pour son malheur. Je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi. Il a été libéré. Il n'est pas parti avec les autres prisonniers de guerre en Allemagne. Il avait comme contrainte, par contre, de toutes les semaines, d'aller se faire pointer à la commandanture. Donc nous étions assignés à résidence à Saint-Nazaire du fait de cette contrainte d'aller toutes les semaines à la commandanture. Et donc vous restez d'abord à Saint-Nazaire pendant tout ce temps-là? On reste pendant les bombardements et pendant l'occupation, donc jusqu'en 1942, on est à Saint-Nazaire.
Donc c'est à Saint-Nazaire que vous avez subi les premières lois anti-juives. Voilà. Donc mon père qui était commerçant était obligé d'avoir sur son magasin des juifs marqués juifs. Enfin, il avait des contraintes dont je ne me rappelle pas exactement, puisqu'encore une fois j'étais enfant, mais il avait des contraintes et il était marqué comme juif dans son magasin. Et vous avez senti donc, en plus du port de l'étoile jaune, de cette inquiétude en fait Vous savez, à l'époque, l'antisémitisme existait. On entendait beaucoup des sales juifs. À l'école où j'étais, on était souvent... on n'était pas beaucoup de juifs là-bas, mais on avait souvent les sales youpins, sales juifs. On entendait ça très couramment et on se bagarrait. Mais le plus dur pour moi, dans mes souvenirs, c'est d'avoir porté l'étoile. Et est-ce que vous avez continué à aller à l'école? Oui, jusqu'à ce que j'ai été arrêté. J'étais à l'école, d'ailleurs, comme tous les autres enfants. On n'était pas empêchés d'aller à l'école. Mais j'allais à l'école avec mon étoile juive. Et vous savez, les enfants sont cruels et se gênaient pas de nous envoyer des insinuations qui étaient désagréables. Donc, donc vos grands-parents étaient avec votre frère? Alors, mes grands-parents étaient à Paris avec mon frère. Et mon frère, lui, allait à l'école à Paris et avait les mêmes inconvénients que moi, mais à Paris. Qu'est-ce qui s'est passé ensuite? On arrive au moment de votre arrestation. Dans quelles conditions s'est-elle effectuée? Eh bien, on a été arrêté en 1942. Vous avez entendu parler de la rafle du Veldiv à Paris, qui a eu lieu le 16 juillet 1942. Il ne faut pas croire que cette rafle n'a été effectuée qu'à Paris. La rafle, c'était dans toute la France. Et dans la région de Saint-Nazaire, c'était la veille du 16 juillet, donc on a été arrêté le 15 juillet 1942. Il faut vous dire que préalablement, dans les lois de Vichy, tous les juifs avaient été obligés d'aller se déclarer à la préfecture. Alors certains ne l'ont pas fait, ils ont été intelligents, mais mes parents l'ont fait car en province, tout le monde savait que l'on était juif, et si on ne s'était pas déclaré, on aurait forcément été dénoncé. Donc mon père s'est déclaré, comme d'autres juifs de la région, et pour les Allemands, lorsqu'il y a eu rafle, il a été facile d'arrêter tous les juifs, puisqu'ils avaient les noms et les adresses de chacun d'entre nous. Donc le 15 juillet 1942, au soir, 7 soldats allemands, car nous avons été arrêtés par les Allemands, des feldgendarmes, vous savez, avec une plaque caractéristique, sont venus avec des mitrailleuses, bottés, casqués, enfin tout ce qui pouvait faire peur, et ils sont venus nous chercher en camion. Le camion s'est arrêté devant chez nous, ils sont montés, ils ont frappé très fort à la porte, et ils nous ont dit qu'ils venaient nous chercher, mais qu'on ne prenne pas trop d'affaires, car c'était juste pour une vérification, et que dans les 48 heures, vraisemblablement, on reviendra à la maison. Donc ma mère a commencé à préparer les affaires de mon père, et les Allemands lui ont fait comprendre, car il y en avait un qui parlait français, lui ont fait comprendre que c'était non seulement mon père qu'on venait d'arrêter, mais ma mère aussi, et moi aussi. Alors que vous étiez français? Alors que j'étais français, et que j'étais gosse, j'avais 9 ans. Donc ma mère pleurait, s'affolait, alors que mon père, lui, a gardé tout son sang-froid, et il a accepté la situation. D'ailleurs, on ne pouvait pas faire autrement, hein. On n'avait pas la possibilité. Ma fille, souvent après, m'a dit « Mais comment vous avez pu vous laisser arrêter sans réagir ?» Eh bien, vraiment, il n'y avait pas moyen de faire autrement, parce que on n'était pas de taille ou de force à pouvoir résister à cette arrestation. Et le camion qui nous a emportés a fait le tour de tous les juifs de la région, et nous avons été, le soir même, dirigés vers une baraque qui se trouvait près de Saint-Nazaire, où tout le monde était concentré, tous ceux qui avaient été arrêtés. Alors c'était une baraque nue, il n'y avait rien. On s'est donc couché par terre, et toute la nuit, il y a des gens qui arrivaient, qui avaient été raflés également dans la région.
Et de temps en temps, il y avait les soldats qui venaient avec des torches pour vérifier qu'il n'y avait pas de tentative d'évasion de notre part. Donc on est resté une seule journée, enfin une seule nuit dans cette baraque. Et ensuite, on nous a transportés à Nantes, à la caserne de Nantes. Et là, on a eu droit à des lits et la possibilité également de faire sa toilette, parce qu'il y avait des sanitaires qu'il n'y avait pas dans la baraque où nous avions été la veille. Donc on a apprécié cette nuit-là, mais on n'est pas resté longtemps non plus dans cette caserne, car le but des Allemands, c'était de concentrer toutes les arrestations de la région ouest à Angers. Et donc, 24 heures après, on est parti également de Nantes pour arriver à Angers. Et c'est là que tout a commencé vraiment. Car jusque-là, en tout cas moi personnellement, je ne me rendais pas compte vraiment de ce qui m'arrivait. Mais à Angers, quand on est arrivé en train. On est parti de Nantes à Angers en train. Et quand on est arrivé sur le quai, il y avait tous les mètres un soldat allemand avec une mitraillette et des officiers un peu plus loin avec des chiens. Et lorsque le train s'est arrêté, on nous a fait descendre de ce train assez rudement, avec des cris. Et vous savez, quand les Allemands crient, la langue allemande est déjà difficile à écouter, fait peur, mais quand c'est crié par des gens et avec le ton qu'ils employaient, on était glacé de peur. Et il y avait notamment l'officier allemand qui dirigeait tout ça, qu'on a appelé le bourreau d'Angers, et qui a été vraiment, qui nous a traités comme des bêtes, comme des chiens. Et là, on a été amené au grand séminaire d'Angers. Et au grand séminaire d'Angers, il y avait une grande cour, et on a séparé là les hommes des femmes, et les enfants restaient avec les femmes. Et c'est là que j'ai dit au revoir à mon père. Et que ça a été la dernière fois où j'ai vu mon père, puisque d'Angers, il est parti en déportation. Donc ça a été le convoi numéro 8. On a su que le numéro de son convoi par le livre de Klarsfeld, qui a donc eu toutes les listes des déportations. Et c'est le seul convoi qui est parti d'Angers. Ils étaient à peu près 1 millier de personnes, et je crois qu'il en est revenu une dizaine. Tous les autres, dont mon père, sont morts là-bas à Auschwitz. Quant à nous, on nous a transportés vers un camp qui se trouvait près de Tours, à Mons, qui s'appelait le camp d'Allende. Là, on est resté 1 mois, c'était l'été. On y a trouvé là beaucoup d'enfants qui venaient du camp de Pithiviers, où ils avaient été séparés de leurs parents. Leurs parents étaient partis en déportation, et les enfants, à l'époque, n'avaient pas été déportés. Mais on leur avait promis à ces enfants qu'un jour ou l'autre, ils rejoindraient leurs parents. Et toute leur conversation, c'était « quand on va revoir nos parents, quand on va revoir nos parents ». Effectivement, un jour, ils ont été déportés, mais ils n'ont pas revu leurs parents, et ils ont été directement dans les chambres à gaz. Dans quelles conditions vous viviez dans ce camp? Eh bien, c'était des conditions très, très bonnes, puisque c'était, je crois, une ancienne caserne pas caserne, mais enfin des baraques qui avaient été faites pour les gendarmes. Donc il y avait des sanitaires, il y avait des lits, il y avait vraiment tout ce qu'il faut. En plus, c'était l'été, puisque c'était au mois de juillet, il faisait très beau. Ce camp se trouvait en pleine campagne, et vraiment les conditions de vie étaient très agréables. Et quant à moi, j'étais au milieu de ces enfants qui étaient pleins de vie, pleins de gaieté, qui faisaient des projets d'avenir, Vraiment, ça a été pour moi une période très agréable, puisque j'ai découvert une bande de jeunes où on jouait, où on dansait, enfin, c'était vraiment danser des danses, des rondes, des choses comme ça, hein, puisqu'on était très enfants. Mais il y avait un peu tous les âges. Il y avait des très jeunes, et il y avait des peu plus âgés, et notamment les plus âgés s'occupaient des plus jeunes. C'était
c'était très touchant de voir la manière dont il s'occupait des petits. Et on n'est pas resté longtemps, on est arrivé là fin juillet et début septembre, donc on est resté un mois, on a été à Drancy. En train aussi. En train également. On est arrivé à Drancy, qui était un camp de triage où les gens partaient assez rapidement en déportation. Et vous êtes resté combien de temps à Drancy? Alors, je suis resté assez longtemps. Il faut vous dire que, normalement, quand on arrivait à Drancy, c'était pour partir presque immédiatement en déportation. À l'époque, il y avait 2-3 convois par semaine. Et pour ne pas être déporté, il fallait avoir des possibilités. C'est-à-dire que ne rester à Drancy que des gens qui, premièrement, étaient mariés avec des catholiques, donc un homme marié avec une femme catholique restait à Drancy, et une femme mariée avec un mari catholique restait à Drancy, n'était pas déportée immédiatement. Il y avait aussi les citoyens reconnus par leur consulat des alliés des Allemands. Par exemple, les Italiens, les Turcs, enfin tous ceux qui étaient à l'époque alliés des Allemands ne partaient pas en déportation. Il y avait également les gens qui s'occupaient de l'administration du camp, car on était gardé au début par des gendarmes français, mais l'administration intérieure était assurée par des internés qui étaient choisis selon leurs compétences. Et quand on est arrivé à Drancy, il y avait aussi une catégorie qui était les femmes de prisonniers de guerre, qui ne partaient pas immédiatement, car elles étaient destinées, avec leurs enfants, on l'a su après, à être des otages, des échanges éventuels par la suite. Donc ils ne partaient pas en déportation. Et quand on est arrivé, nous qui ne faisions partie d'aucune de ces catégories, on était vraiment destinés à partir en déportation. Mais on a eu la chance de trouver à Drancy un cousin à ma mère, qui était marié avec une catholique et qui, grâce à ça, n'était pas déportable. Et qui s'occupait un peu de l'administration du camp. Et qui nous a dit, vous êtes sur la liste pour partir en déportation, faut qu'on trouve absolument quelque chose pour que vous restiez. Alors, bien entendu, à l'époque, on ne savait rien, ni de la destination des convois, ni de ce qui pouvait arriver là-bas. On était loin d'imaginer les chambres à gaz, les fours crématoires, et le destin qui nous était réservé. Mais en tout cas, on savait qu'on partait à l'Est, et si on pouvait l'éviter, on faisait tout ce que l'on pouvait pour le faire. Mais c'était pas facile de l'éviter. Mais ce cousin, qui était ingénieux, a été voir une femme de prisonnier et lui a demandé de raconter son histoire, de savoir où était son mari, dans quelle région d'Allemagne c'était, le numéro de son stalag, enfin, le maximum de détails, de manière à ce que ma mère puisse dire qu'elle était également femme de prisonnier. De plus, les prisonniers, quand ils écrivaient dans des papiers à lettres qui leur étaient donnés, mais qui étaient spécifiques des prisonniers de guerre. Ce cousin s'est arrangé à avoir 2-3 lettres également. Il a fait la leçon à ma mère, et on est passé, ma mère et moi, devant le chef du camp SS. Et vous savez que c'était quelqu'un qui n'était pas commode et qui criait à tout va. Et Dieu sait que ça fait peur, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. On est donc passé devant lui, et ma mère a été ce jour-là formidable, parce qu'elle a fait preuve de persuasion, de courage, malgré la peur qu'elle avait. Elle a raconté son histoire avec vraiment beaucoup de conviction. Elle a réussi à convaincre l'Allemand que mon père était vraiment prisonnier. Et grâce à ça,
on a été classé dans la catégorie des femmes de prisonniers, ce qui nous a permis de ne pas partir en déportation et de rester pendant un certain temps à Drancy. Je vous l'ai dit, on est arrivé en septembre 1942 et on n'a été déporté qu'en mai 1944. Donc je suis resté presque 2 ans à Drancy. Et j'ai vu là des tas de petits camarades qui sont partis, des tas de convois qui ont été formés. C'était vraiment, chaque fois qu'il y avait un convoi, un déchirement de voir partir ces gens-là, sans savoir du tout quelle serait leur destination, quel serait leur destin. On disait, quand on partait là-bas, qu'on allait dans des camps de travail. Mais à la réflexion, quand on envoyait des bébés, quand on envoyait des vieillards, quand on envoyait des gens malades, on se doutait bien qu'il n'y avait pas que des camps de travail, que ce n'était pas que pour le travail qu'on envoyait tous ces gens-là. Mais on était loin quand même d'imaginer à l'époque quel était le véritable destin de ces convois. Et alors, est-ce que vous pouvez raconter dans quelles conditions vous avez vécu à Drancy pendant tout ce temps-là? Alors, quand on est arrivé à Drancy, le camp était administré par les gendarmes français. Alors, il faut dire qu'ils ont fait leur travail avec beaucoup de zèle. Ils étaient aussi, aussi mauvais que les Allemands. Ils nous traitaient comme les Allemands. Les conditions de vie à l'époque étaient très difficiles. La nourriture, on avait vraiment... C'est là où j'ai commencé la première fois où j'ai eu vraiment faim. Parce que la nourriture était vraiment très mauvaise à l'époque. Mais alors, le camp à l'époque était... Le sol était tout en mâche-fer. Le mâche-fer, vous savez, c'est comme du charbon noir. Et quand on marchait là-dessus, il y avait une espèce de poussière qui s'élevait. Et il y avait toujours un monde fou, parce que il arrivait des gens de partout, sans cesse. Il y avait beaucoup de monde à Drancy. Il ne restait pas longtemps, mais il y avait beaucoup de monde qui arrivait. Et donc, ces gens qui marchaient sur le mâche-fer, il y avait une sorte de poussière noire qui s'élevait du sol, et ajouté au béton de ce camp de Drancy, qui était un camp qui avait été affecté à la déportation pour les internés, mais qui était à l'origine destiné, je crois, pour les gendarmes. Donc le béton, le mâche-fer, ça donnait une impression de tristesse, vraiment on était oppressé dans cette atmosphère que l'on respirait et où on évoluait. Mais les conditions, petit à petit, se sont améliorées, et notamment lorsque les Allemands ont laissé les gendarmes dehors et ont repris l'administration du camp. C'est paradoxal de le dire, mais les conditions de vie ont été meilleures quand c'est les Allemands qui ont administré le camp que lorsque c'était les gendarmes français. Je dois dire que sur le plan de la nourriture, ça s'est bien amélioré, qu'ils ont supprimé le mâche-fer, ils ont cimenté la cour, que vraiment les conditions de vie étaient meilleures. Le tout, c'était qu'il y avait des convois qui partaient une ou 2 fois par semaine, régulièrement, et ça, c'était vraiment triste de voir tous ces gens partir, surtout que partaient n'importe qui. Des gens sur des brancards, des nourrissons, des femmes enceintes, des vieillards, tout le monde partait. À partir du moment où ils ne faisaient pas partie des catégories dont je vais parler tout à l'heure, ils partaient immédiatement. J'ai donc vécu là-bas 2 ans, j'ai vu beaucoup de petits camarades qui restaient certains quelque temps, d'autres qui partaient tout de suite. Et j'ai le souvenir de 2 d'entre eux qui sont partis en 1943 et qui ont fait en moi un vide énorme parce que j'avais beaucoup d'amitié pour ces 2-là. Et par le fait du hasard, ils sont partis ensemble. Et je me rappelle qu'à l'époque,
j'ai beaucoup regretté de ne pas partir avec eux. Si on m'avait donné à choisir, j'aurais été volontaire pour partir dans son convoi de manière à rester avec eux. Malheureusement, eux, quand ils sont arrivés, ils ont été immédiatement gazés et donc ils sont morts. Et est-ce que vous avez su après, enfin je ne sais pas si vous en aviez conscience à l'époque, est-ce que votre mère devait régulièrement faire valoir le fait qu'elle était femme de prisonnier une fois que ça a été fait? À partir du moment où on était classé dans cette catégorie, il n'y avait plus de vérification de fait. Donc vous n'étiez pas menacé de déportation. On était avec les femmes de prisonniers, et tant que les femmes de prisonniers étaient à Drancy, on restait à Drancy. On n'avait pas le danger de partir en déportation. Et donc j'imagine que la vie quotidienne était quand même difficile au niveau de la nourriture? Non, parce qu'après, je vous dis, ça s'est bien amélioré. Et non, les conditions de vie... Alors, on a vu des tas de gens passer, notamment des gens de notre famille. Moi, j'ai vu arriver dans ce camp 2 de mes oncles, et qui étaient tous les 2 mariés avec à l'époque, on disait des ariennes, des catholiques. Donc, qui sont restés dans le camp un certain moment. Et donc, on avait formé un petit noyau familial. Et ça nous aidait à supporter la captivité. Parce que j'étais enfant, je ne sais pas si vous savez où se trouve le camp de Drancy, enfin il se trouve à Drancy bien sûr, mais du 4e étage, c'était des bâtiments en U, de 4 étages, et du 4e étage, on voyait au loin la route avec les gens qui étaient libres, les autobus qui passaient, les voitures qui passaient. Et à cette époque, pour moi, j'ai compris ce que voulait dire le mot liberté. C'est fou ce que j'avais envie d'être libre. C'est fou ce que j'avais envie de, comme ces gens qui marchaient là-bas au loin dans la rue, de marcher moi aussi dans cette rue-là et d'être libre. De ne pas avoir ces barbelés autour, de ne pas être regardé, de ne pas être dans un périmètre restreint. J'avais envie de liberté. Ce mot de liberté, pour moi, c'est un mot sacré parce que j'ai compris ce qu'il voulait dire. Et à la Libération, après, quand je suis revenu, j'ai été sur cette route que je voyais au loin et j'ai marché et j'avais éprouvé à ce moment-là un sentiment de bonheur, de pouvoir apprécier ma liberté. Donc, est-ce que vous restez donc jusqu'en mai 1944? Oui. Alors, que je vous dise d'abord qu'on a vu mes oncles qui sont restés, mais on a vu aussi des cousines de ma mère qui partaient en déportation immédiatement. Et parmi ces 2 oncles, il y en a un qui est arrivé et qui, en très peu de temps, a eu autour de lui des tas d'amis. Je ne comprenais pas comment cet homme, qui était un monsieur âgé déjà, ait pu en si peu de temps avoir autour de lui autant d'amis. Quand j'allais le voir, parce que vous savez, à Drancy, il y avait des chambrées pour les hommes, les chambrées pour les femmes. Moi, j'étais avec ma mère dans une chambrée pour les femmes. Et quand j'allais voir dans la chambrée de mon oncle, il y avait toujours autour de lui des gens qui discutaient, qui s'embrassaient 3 fois. Et mon oncle était respecté, tout le monde il avait l'air d'être comme un chef. J'ai su après, à la Libération, qu'il était franc-maçon. Et j'ai compris après que tous ces gens qui étaient autour de lui étaient également des francs-maçons et qu'ils, ensemble, avaient formé une sorte de loge maçonnique à Drancy, dont mon oncle était vraisemblablement le président, on appelle ça le vénérable, je crois. Et donc, j'ai assisté, étant enfant, à des réunions maçonniques sans vraiment savoir que c'était des tenues maçonniques. Alors ça a été pour moi une révélation à la Libération. Vous avez compris après coup? J'ai compris après coup que, bien que n'étant pas maçon à l'époque, j'ai
j'ai assisté à des tenues maçonniques où les gens parlaient, j'avoue que je ne comprenais pas ce qu'ils disaient, puisque ce n'était pas à ma portée, j'avais 10 ans. Donc je n'étais pas en mesure de comprendre leur débat, puisqu'ils discutaient tous ensemble. Mais j'ai compris que c'était des tenues maçonniques. Et vos oncles sont restés aussi longtemps? Alors mes oncles sont restés un peu moins longtemps, puisque à un certain moment, ils ont décidé d'envoyer tous les maris d'Arienne aux îles d'Origny, où ils ont vécu dans des conditions très difficiles, des conditions de travail, où pas mal ils n'ont pas été déportés hors de France, enfin ils ont été aux îles d'Origny, mais ils ont quand même beaucoup souffert. La preuve, cet oncle dont je vous parle, lorsqu'il est revenu, il est mort 6 mois après sa libération. Et donc, est-ce que vous pouvez raconter ensuite dans quelles conditions vous êtes parti? Alors, vous savez, les Allemands prenaient des décisions. Un jour, c'était les maris d'Arienne qui partaient, et un jour, ça a été les femmes de prisonniers. Alors, en mai 1944, les femmes de prisonniers également devaient partir en déportation. Alors, on a été quand même favorisés par rapport aux autres convois. D'abord, chose importante, on n'a pas été à Auschwitz. Car les convois qui arrivaient à Auschwitz, les enfants et les vieillards, enfin tous ceux qui n'étaient pas aptes au travail, étaient directement envoyés à la chambre à gaz. Donc, premier privilège pour nous, on n'a pas été donc à Auschwitz. On a été à Bergen-Belsen. Alors, Bergen-Belsen, c'était pas un camp d'extermination. C'était un camp de concentration et un camp de travail. Donc, là-bas, il n'y avait pas de chambre à gaz, il y avait un four crématoire pour les gens qui mouraient, mais on n'était pas assassinés au départ. Là-bas, c'était la mort lente, car les conditions de vie étaient très difficiles. Au début, quand on est arrivé, c'était l'été. Donc l'été, on avait juste à supporter la faim et la peur, car on était souvent battus, soit par les Allemands, soit par des capots qui étaient des internés la plupart du temps politiques, mais qui étaient plus sauvages pour justifier leur statut que les Allemands eux-mêmes. Donc il fallait toujours éviter d'être à une distance respectable de ces gens-là, car pour un oui, pour un non, ils vous tapaient dessus sans savoir eux-mêmes pourquoi ils vous tapaient dessus. Je dois juste revenir. J'imagine que vous vous souvenez du trajet entre... Oui. Alors, je vous ai dit qu'on a été favorisé d'une part parce qu'on n'a pas été à Auschwitz, mais on a été favorisé aussi parce que d'abord, on n'a pas voyagé dans des wagons à bestiaux, comme les autres déportés, où ils partaient pour 3 jours dans des conditions d'hygiène déplorables, sans manger, sans boire, avec un seau pour tout le wagon, avec des gens qui mouraient en route, avec des cris, avec des... Enfin, ça a été vraiment... Ces voyages, l'été au soleil qui tapait sur les wagons et l'hiver au froid, ça a été pour eux des conditions vraiment très difficiles. Pour nous, ça s'est mieux passé. Parce qu'on était dans des wagons anciens, mais qui n'étaient pas des wagons à bestiaux. On était assis. Et donc, on voyait les gares, excusez-moi, les gares où on s'arrêtait, et on comprenait qu'on allait vers l'Est. Car, bien sûr, quand on partait, on ne nous disait pas « vous partez pour telle destination ». On le découvrait petit à petit. Donc, on voyait le trajet du train, et on a vu qu'on partait pour l'Allemagne. On est arrivé à Hanovre. Et dans la gare d'Hanovre, quand on est descendu du train, il y a eu une alerte. Et vous savez, les alertes en Allemagne, c'était quelque chose parce que c'était bombardé. Donc on nous a mis dans une sorte de hangar en attendant que ce soit terminé. Et après, on a été dans des camions, on nous a amenés à Bergen-Belsen, qui se trouvait dans la banlieue de Hanovre. Alors là, c'était un camp immense, avec des miradors tous les 100 mètres, et dans chaque mirador, des projecteurs et 2 soldats armés de mitraillettes. C'était un camp immense, mais séparé en cloisons.
il y avait un camp pour des prisonniers russes, il y avait un camp pour des politiques, il y avait un camp pour des résistants, et il y avait un camp pour des juifs. Et nous, bien sûr, on était dans le camp pour les juifs. Et donc là, quand les camions sont arrivés, alors on a senti que c'était vraiment un régime où on allait souffrir. Les Allemands nous ont tirés et fait descendre des camions brutalement. Ceux qui tombaient étaient battus, il fallait faire vite, fallait éviter d'être au niveau des crosses qui s'abattaient sur chacun d'entre nous. Et donc, on nous a amenés dans une baraque spécifiquement pour les femmes de prisonniers. Et nous, les enfants, pour l'instant, on est restés avec nos mères. Je dis pour l'instant, parce qu'un peu plus tard, on nous a dirigés vers les baraques des hommes, et là, c'était encore plus dur à supporter, puisqu'on était tout seuls, enfants, au milieu d'hommes, et vous savez, quoi qu'on dise, dans les camps, c'était le chacun pour soi. Certains vous parlent de solidarité, d'amitié, d'entraide. C'est quand les conditions de vie sont difficiles, quand on n'a plus vraiment les notions de morale, de sensibilité, de convivialité, de tout ce que vous voulez, à ce moment-là, c'est chacun pour soi. Et les hommes n'étaient pas tendres avec nous, qui étions encore plus faibles qu'eux. Donc on a encore plus souffert pendant ces moments-là. Mais la souffrance au départ, ça n'était que la faim et la peur, je vous l'ai dit. Mais l'hiver est arrivé. Et l'hiver, là-bas, il fait très très froid. Et le plus difficile à supporter, c'est pas la faim, c'est pas la peur, c'est le froid. Le froid, il est paralysant. Quand vous avez froid, vous n'existez pas. Le cerveau est brouillé. Les membres sont... On ne peut plus s'en servir. La moelle même des os, sans doute, se gèle. Le sang ne circule plus dans les veines. La souffrance du froid est plus intense que n'importe quelle autre souffrance. J'ai plus souffert du froid que de la faim. La faim, c'est difficile, mais c'est un état permanent, on s'y habitue. On a faim, on a envie de manger sans cesse. On ne parle d'ailleurs que de ça entre déportés. Quand on a l'occasion de parler, on ne parle que de nourriture. Mais le froid, on ne peut rien faire. D'autant plus que là-bas, il y avait tous les jours les appels. Les appels se passaient dans une grande place du camp où on était réunis par baraque, sous la pluie, sous la neige, dans la boue, mal habillés, car on n'en a pas parlé tout à l'heure, mais je vous l'ai dit, quand on a été arrêté, on nous a dit de prendre des affaires pour 48 heures, et c'était l'été. Et qu'il n'y avait pas de magasin pour s'approvisionner et pour pouvoir trouver des vêtements ou des chaussures ou quoi ou qu'est-ce. Donc on était vraiment en rayon, et avec des vêtements qui ne nous apportaient pas grand-chose. Donc on a assisté à ces appels qui duraient des heures, car on nous faisait venir sur la place, mais les Allemands n'étaient pas là. Ils arrivaient quand ils voulaient. Des fois 2 heures après, où on était, nous, toujours sur place, sans bouger. Et en plus, ils nous comptaient. Mais ça tombait jamais juste. Parce que il y avait des gens qui étaient partis en commando de travail, il y avait des gens qui étaient morts, il y avait des erreurs d'addition. Donc parfois les appels duraient 5-6 heures, sans bouger, dans le froid. Et quand on arrivait après ces appels, on était sans beaucoup manger. Car je n'ai pas encore parlé de la nourriture là-bas, mais c'était vraiment un minimum, vraiment un minimum pour survivre. D'ailleurs, à Bergen-Belsen, il y a eu des cas de cannibalisme. Vous savez, là-bas, beaucoup de gens mouraient, les cadavres étaient alignés les uns à côté des autres, et certains ont ouvert
les cadavres pour prendre le foie et pour le manger. C'est des choses que vous avez... C'est des choses qu'on savait là-bas. Que vous avez su là-bas. Qu'on savait là-bas. Donc vous êtes à Bergen-Belsen. Moi j'avais une question sur, pendant tout ce temps que vous étiez avec votre mère, qu'est-ce qu'elle vous disait? Enfin, est-ce qu'elle essayait de vous rassurer Vous savez, pour les mères, c'était encore plus dur que pour nous. Nous étions des enfants, nous n'avions pas vraiment conscience de la situation et du danger. Je dois dire que, sauf à la fin, j'ai jamais pensé que j'allais mourir. J'ai toujours su que j'allais m'en tirer, qu'à la fin, on serait libéré. L'idée ne me venait pas qu'on pouvait mourir, malgré tous les morts que je voyais autour de moi. C'était, dans le fond de moi, une mauvaise passe, une mauvaise période de ma vie, mais un jour ou l'autre, je serai libéré, je retrouverai mon père, je retrouverai mon frère, je retrouverai mes grands-parents, et on reprendrait une vie normale. Mais les mères, elles étaient conscientes de la situation. Elles voyaient leurs enfants dépérir, maigrir, souffrir. Donc, pour elles, en plus de leur souffrance personnelle, parce qu'elles étaient au même régime, je me rappelle que ma mère, sans cesse, essayait de me protéger, elle me donnait une partie de sa ration, alors que elle avait tout juste de quoi vivre. Et moi, je ne me rendais pas compte de tout ça. Car encore une fois, à l'époque, à Bergen-Belsen, j'avais entre 11 et 12 ans. Donc les mères, mais elles ont été admirables. Toutes. Et je suis sûr, et je peux l'affirmer, que sans elles, on ne serait pas revenu. Je dois dire aussi que sans nous, peut-être elles non plus ne seraient pas revenues. On a été une sorte de soutien réciproque. Soutien moral, mais une aide... On n'était pas tout seul. Et moi, pour moi, être avec ma mère, j'y étais très attaché, je vous l'ai dit, c'était amoindrir ma souffrance. Et quand on a été dans la baraque des hommes, je vous dis, ça a été pour moi encore plus dur parce que j'étais loin d'elle. Je ne sais pas comment les choses se sont passées, mais à un certain moment, on a réintégré la baraque des femmes. Je ne m'en rappelle pas, vous savez, là je vous parle de souvenirs d'un enfant de 9 à 12 ans, d'événements qui se sont passés il y a 60 ans. Donc il y a des choses que je me rappelle, mais des choses qui sont sorties de mon esprit. Et notamment, quel a été l'événement qui a fait qu'on a pu réintégrer la baraque des femmes? Ça, vraiment, je suis incapable de vous le dire. Et à Bergen-Belsen, vous étiez enfant, mais est-ce que votre mère devait travailler? Enfin, oui. Qu'est-ce que vous faisiez dans la journée? Alors, les adultes faisaient partie de commandos qui sortaient du camp et qui allaient travailler. Ça également, je ne sais plus exactement ce qu'ils faisaient. Je n'étais pas concerné. Également, je ne me rappelle pas, nous les enfants, ce qu'on faisait. Je sais qu'on passait plusieurs heures par jour sur la place d'Appel, hein, et ça c'était quotidien. Mais ce qu'on faisait dans la journée, je ne m'en rappelle plus. On cherchait peut-être, je ne sais pas ce qu'on cherchait. On était souvent ensemble, les enfants, hein, puisque nos mères étaient dans les commandos de travail, mais nous, on n'était pas dans des commandos de travail. Je crois me rappeler qu'une ou deux fois, on a été chargé de la propreté du camp, mais sans aucune garantie. Je ne me rappelle plus exactement de nos occupations pendant la journée au camp. On attendait la soupe, hein, avec impatience, ou de temps en temps il y avait une distribution de pain. Alors, vous savez, c'était des pains qui arrivaient d'une certaine dimension, et il y avait un pain pour 3, 4, 5, 6, enfin c'était des pains de cette dimension. Et on avait des centimètres, et on coupait le pain en nombre de parts que l'on devait, mais on mesurait ça au centimètre. Mais quand on coupait, des fois, il y en avait qui étaient
un peu plus gros que d'autres. Donc on tirait au sort. On tirait au sort, on coupait par exemple le pain en six portions, et quelqu'un disait celle-là pour un tel, celle-là pour un tel. Donc on attendait ces distributions de nourriture parce que c'était vraiment ce qui comptait pour nous, de pouvoir se restaurer. Et quand on avait fini la soupe, on avait aussi faim quand on avait commencé. J'imagine que c'est à ce moment-là que vous avez perdu une certaine insouciance d'enfant. Si vous vous rappelez pas, par exemple, ça peut paraître incongru, mais d'avoir joué, vous aviez l'âge de jouer. Bah oui. Oui, mais j'ai d'ailleurs écrit mon récit et je l'ai appelé « Mon enfance volée ». On n'a pas eu vraiment d'enfance. Notre enfance, qui est, comme vous l'avez dit, une insouciance, nous, c'était la survie, hein, la survie, de trouver de la nourriture, de se protéger, d'avoir peur, d'avoir faim, d'avoir froid, tout ce qui n'est pas le destin d'un enfant. Et dans la baraque des hommes, pourquoi est-ce que c'était plus difficile? Vous étiez encore plus livré à vous-même ou... On était complètement livré à nous-mêmes et on n'avait pas les meilleures places et on n'avait pas on nous mettait dans des endroits les moins confortables. Vous savez, là-bas à Bergen, on était sur des lits à 3 étages avec une paillasse dessus et une petite couverture, et on avait très très froid, même la nuit. Donc on nous mettait dans les endroits où il y avait le plus de courant d'air, où il n'y avait pas de chauffage hein, dans les baraques. Hein. C'était des baraques en bois, il faisait très froid. Donc et puis si on faisait quelque chose qui n'allait pas, on recevait des taloches par les déportés eux-mêmes. Je vous dis, il n'y avait pas vraiment de solidarité, d'amitié, de compréhension. Si, au moment de monter au 3e étage, quand on était tout là-haut, si on mettait le pied sur la paillasse alors que quelqu'un était en bas, on se met un coup. Non, c'était pas des conditions... C'était encore pire qu'avec nos mères. Nos mères, elles nous protégeaient. Donc vous avez retrouvé votre mère au moment où vous avez été à nouveau... On est retourné parce qu'on changeait de baraque. Vous savez, les camps... Ils évoluaient, hein. Il y avait des constructions de baraques parce qu'il y avait tellement de gens qui arrivaient. Vous savez que Auschwitz a été libéré en janvier, là ça va faire 60 ans, en janvier 1945. Et au moment de la libération du camp d'Auschwitz, il y a eu la marche de la mort. On a évacué le camp de tous ceux qui étaient en mesure de marcher vers d'autres camps, et notamment une grande partie est arrivée à Auschwitz, à Bergen-Belsen. Et donc, il y avait beaucoup de monde qui arrivait, et donc on était obligé de tasser les gens dans des nouvelles baraques et d'en construire de nouvelles. C'est là où on a, nous, appris les chambres à gaz. Parce que les gens d'Auschwitz nous ont raconté ce qui se passait là-bas. Et nous, même étant déportés, étant dans un camp de concentration, on ne savait pas qu'il y avait les chambres à gaz et les fours crématoires. Parce qu'à Bergen-Belsen, on mourait de faim, on mourait de froid, on mourait de maladies, notamment de typhus, car on était couvert de vermine. Et vous savez que le typhus est transmis par les poux. Et on en avait partout. Et on avait beau s'épouiller, il y en avait toujours autant. Donc, quand on a vu les gens d'Auschwitz qui sont arrivés, ils nous ont appris les chambres à gaz. Et ça a été pour nous quelque chose de terrible, comme tous les gens qui ont appris ce qu'ils ont été capables de faire. Car qui pouvait imaginer cette barbarie, cette industrialisation de la mort? Mais c'est quelque chose que vous avez compris à ce moment-là? Ah oui, oui. Oui. Là j'ai compris parce que j'ai pensé à tous mes petits copains qui étaient partis. J'ai pensé à mon père qui était là-bas. J'ai pensé à tous ces gens que j'avais connus et qui étaient partis. Et j'ai bien été obligé de comprendre que certains ne reviendraient pas. Pour mon père, j'étais sûr qu'il reviendrait. Je ne sais pas pourquoi, j'avais en moi la foi
Et je disais, on se retrouvera tous après la guerre, y compris mon père. Malheureusement, je m'étais trompé, puisqu'il n'est pas revenu. Donc comment s'est passé ce printemps 45 à Bergen-Belsen? Alors, d'abord, le printemps est plus tardif dans les pays de l'Est qu'en France. Donc le froid a été dur à supporter. Il y a eu des milliers de morts pendant cet hiver 44-45. Il faut vous dire que Paris avait été libéré en août 44 et que nous, on était en début 45 et on était toujours dans 5 ans de concentration et on souffrait autant et on mourait autant. Car il y avait des étendues de morts par terre. Car il n'y avait pas de four crématoire qui n'était pas très important. Donc là-bas, on creusait des fosses et on mettait les cadavres dans ces fosses avec de la chaux vive dessus. Et vous savez, on faisait même plus attention à la manière de ces cadavres qu'on enjambait pour pouvoir passer. Il y avait des gens qui allaient sur les cadavres pour prendre leurs vêtements parce qu'ils avaient une veste meilleure que la sienne ou des chaussures, je ne vais pas appeler ça des chaussures, ou des... je ne sais pas comment dire, le mot ne me vient pas, mais essayer d'améliorer ce qu'on avait sur soi et on le prenait sur les cadavres. Donc là-bas, on mourait beaucoup du typhus. Il y a eu une épidémie de typhus, au point même que lorsque le camp a été libéré par les Anglais en avril 1945, ils ont tout brûlé. Ils ont tout brûlé parce que justement, ils ont eu peur de la contamination. Il y avait une épidémie, les gens tombaient comme des mouches. Et alors, ce qui est paradoxal, ce que j'avais remarqué, moi, étant pourtant enfant, c'est que ceux qui tombaient les premiers, c'était les plus forts. Les plus grands, les mieux bâtis, ceux qui semblaient les plus aptes à résister, c'est eux qui résistaient le moins en fait. Et les petits comme nous, eh ben on passait au travers et on continuait à vivre. Et on ne mourait pas. Vous n'avez pas été malade? Si, aussi, mais bien après. oui. Je vous raconterai à la fin de mon récit. Mais à Bergen-Belsen, même, à cette période où il y avait une épidémie terrible de typhus, là, je ne l'avais pas. Ni ma mère. Donc, on a appris l'existence des chambres à gaz, et donc, pour nous, ça a été une révélation terrible, car, vous savez, l'information ne circulait pas dans les camps. Hein. Il n'y avait pas de journaux, il n'y avait pas de radio, il n'y avait pas de télé, bien sûr, il n'y avait rien. On ne savait rien, on ne savait pas s'il y avait eu le débarquement, on ne savait rien. Il y avait des rumeurs, on parlait de liberté, on parlait qu'on serait bientôt libéré, on voyait un peu la nervosité des Allemands qui augmentait, mais on ne savait pas vraiment comment la situation évoluait. On était vraiment à l'abri de toute information. Donc l'hiver est passé, et au mois d'avril 1945, donc presque un an après la libération de Paris, les Alliés approchaient de Bergen-Belsen. Et donc, comme dans tous les camps, les Allemands ont essayé d'effacer toute trace de ce qu'ils avaient fait. Alors, ce n'était pas facile, mais en tout cas, les femmes de prisonniers, qui, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, étaient considérées comme des otages, eh ben, on a décidé, enfin les Allemands ont décidé de les faire partir du camp de Bergen-Belsen et d'essayer de les faire passer en train dans un autre camp qui se trouvait en Tchécoslovaquie et qui s'appelait Theresienstadt. Donc, toutes les femmes de prisonniers et d'autres otages il y avait des Hollandais, parce que vous savez, c'était très cosmopolite, hein, le camp de Bergen-Belsen. Il y avait toutes les nationalités. Il y avait des Grecs, il y avait des Hollandais, il y avait des Albanais, il y avait des Français, il y avait des Allemands, il y avait des Bulgares, il y avait vraiment toutes les nationalités. Et il y avait d'ailleurs à Bergen-Belsen Anne Frank, qui était hollandaise. Alors elle était dans le camp avec nous, mais bien sûr, je ne sais pas qui était Anne Frank. Hein, je l'ai peut-être vue, mais je ne sais pas qui était Anne Frank, car à l'époque, elle était comme nous tous.
un déporté ou une déportée. Donc les Allemands décident de transporter une certaine catégorie de gens dans un train. Et on a été conduit en camion à la gare la plus proche, où un train nous attendait. Et là, je crois que ça a été les conditions de vie les plus difficiles qu'on ait vécues, malgré tout ce qu'on a souffert, malgré tout ce qu'on a eu à Bergen-Belsen, ce qu'on a connu dans le train, ça a été quelque chose d'effroyable. D'abord, on était dans des wagons surchargés, les uns sur les autres. Et nous, on a eu la malchance d'arriver dans le wagon dans les derniers, ce qui fait que on était par terre, alors qu'il y avait tout autour une sorte de banquette où des gens étaient assis, mais par terre les uns, presque les uns sur les autres. On ne pouvait pas bouger, tellement les wagons étaient pleins. On n'avait pas à manger, on n'avait pas à boire. Et le train est parti dans une direction bien sûr qu'on ignorait, mais à l'époque, c'était l'époque où les Alliés approchaient de partout, où il y avait des combats. Donc le train allait dans une direction, s'il y avait des Alliés, des Russes ou des Anglais ou les Américains qui approchaient, on partait dans une autre direction, ou bien des fois on restait une nuit sur une voie parce que les convois militaires allemands avaient priorité. Donc, toujours sans manger et sans boire, et des fois on s'arrêtait en pleine campagne, et là, les morts qu'il y avait, on les jetait sur la voie, et ça nous faisait un petit peu plus de place. Car la place, c'était aussi quelque chose de très difficile, notamment la nuit, où on essayait plus ou moins de dormir. Et je me rappelle qu'une nuit, ma mère qui était à côté de moi, s'est tournée à un moment, et a certainement gêné la personne qui était à côté, et la personne qui était à côté, qui était un homme, la seule chose qu'il ait trouvé à faire, c'est de donner un grand coup de poing à ma mère, sur sa figure, et ma mère s'est mise à pleurer. Et là, vraiment, j'ai senti le désespoir, car j'étais dans un état de faiblesse à l'époque très, très avancé, et je ne pouvais rien faire pour la protéger. Et mon impuissance, vraiment, j'étais désespéré. C'est là où vraiment j'ai senti que j'en pouvais plus. Et le train était arrêté. J'ai dit à ma mère, on va descendre. On est descendu du train, et sur le ballast, je me suis couché. Et là, j'ai dit à ma mère, laisse-moi là, j'en peux plus. Et bien sûr, ma mère n'a pas voulu. Et elle m'a encouragé, elle m'a dit, non, il faut que tu tiennes. Enfin, elle pleurait. Mais moi, là, j'étais vraiment épuisé, mort de faim, sans plus de résistance, et surtout sans avoir l'envie de vivre. Car vous savez, pour vivre, il faut avoir envie. À Bergen, j'avais vu des gens qui, à un certain moment, se laissaient aller. Ils ne se lavaient plus, ils ne bougeaient plus, ils restaient dans leur coin, et dans la semaine qui venait, ils mouraient. Ils mouraient de lassitude. Ils n'avaient plus le goût de vivre. C'était pour eux, ça valait pas la peine de vivre. Donc, moi j'en étais arrivé à ce point-là, à cet endroit-là. Mais enfin, je vous dis, ma mère était une femme formidable, et elle m'a encouragé à résister. Et quelques jours après, dans ce train, qui était arrêté sur une voie où on ne voyait plus d'Allemands, parce qu'on avait les Allemands qui nous gardaient, qui nous empêchaient de partir. D'ailleurs, comment aurait-on pu partir dans l'état où nous étions? En guenilles, sans manger, faibles. On n'était plus capable de marcher, de faire du chemin, sans parler la langue, sans argent, sans pouvoir. L'évasion même était impossible. Impossible matériellement, même si on aurait pu peut-être, je ne sais pas, essayer de le faire, mais c'était voué forcément à l'échec. Donc quelques jours après, dans ce train, on ne voyait plus d'Allemands, et quelqu'un a dit « on est libre ».
Et moi qui avais eu tellement envie de liberté, moi qui répétais ce mot sans cesse, ça m'a rien fait. Car vous savez, à un certain moment, on n'est plus des êtres humains. On est réduit par les conditions de vie à la bestialité. On n'est plus rien. Il y a l'instinct de conservation peut-être qui est encore, pas pour ces gens qui en avaient assez de vivre, mais on ne réagit plus comme des êtres humains. Et ce moment où on nous a dit qu'on était libre, on ne l'a même pas apprécié, on ne l'a même pas compris. On l'a compris qu'un peu après, quand on a vu des soldats russes à cheval qui venaient autour du train et qui ont vu les conditions de vie où nous étions et l'état où nous étions. Et ce train était arrêté sur une voie ferrée qui se trouvait près d'un village qui s'appelait Trobitz et qui était près de Berlin. Et les Russes, qui n'étaient pas outillés pour porter secours, c'était les troupes d'assaut qui allaient sur Berlin pour prendre la ville, ils ont été un peu pris de court. Ils ont dit, il y a un village à côté, allez vous installer dans les maisons, chassez les Allemands et installez-vous dans ces maisons. Et si vous avez des histoires, venez nous chercher. Mais les Allemands qui ont compris la chose, et vous savez, les Russes, ils rigolaient pas. Ils avaient souffert eux-mêmes de l'avancée allemande sur Stalingrad, et donc ils avaient un esprit de revanche, d'autant plus que les gens qui nous ont libérés, ces Russes, c'était les troupes d'assaut, et la plupart étaient des Mongols, qui étaient à la limite de la civilisation. Je me rappelle que j'ai vu un soldat russe avec des montres sur le bras, et un réveil. Et à un moment, le réveil s'est mis à sonner, il a pris son revolver, il a tiré dedans. Donc, vraiment des gens frustres. Il y avait d'ailleurs des viols, il y avait des... Là, ils partaient vraiment se faire tuer. Hein. Les combats ont été durs. Ils partaient, ils ont mis là des troupes de choc, et ce sont ces gens-là qui nous ont libérés. Donc les Allemands qui avaient compris que ces gens-là n'étaient pas là pour rigoler, ils ont été assez dociles, et effectivement, on s'est installé dans ces maisons. Malheureusement, le fait d'avoir vécu dans ce train où la vermine nous avait complètement envahis, ben, il y a eu une épidémie de typhus. Et c'est là où, personnellement, j'ai eu le typhus. Alors le typhus, vous savez, c'est une maladie où on a de la fièvre, où on est très contagieux, où on délire. Et les Russes, qui ne voulaient pas qu'il y ait contamination, ont réquisitionné les cols du village et ont transporté là tous les gens atteints du typhus, dont j'étais. Et donc ma mère est restée toute seule dans cette maison qu'on avait occupée et où là on avait trouvé du ravitaillement. Il faut vous dire que dans ces maisons, on avait eu aussi l'occasion de pouvoir se ravitailler normalement, et malheureusement, il y a des gens qui se sont jetés sur la nourriture et qui sont morts d'indigestion. Car l'organisme humain, lorsqu'il a été privé de nourriture pendant un certain temps, pendant un certain longtemps, et que tout d'un coup vous lui apportez des tas de calories et des tas de trucs, il ne résiste pas. Il éclate. Et il y a eu malheureusement beaucoup de gens qui sont morts à ce moment-là. Revenons donc au typhus. Là, il y a eu des doctoresses russes qui nous ont isolés donc dans cette école et qui nous ont soignés. Certains sont morts, moi je m'en suis tiré. Et le souvenir que j'ai, on était dans une salle de classe, en étage, on dormait par terre, et ma mère venait tous les jours, elle ne pouvait pas rentrer parce que c'était interdit à cause de la contamination possible, mais ma mère venait tous les jours me voir, enfin me parler en bas, et elle m'appelait. Et le seul souvenir que j'ai, c'est que j'ai été à la fenêtre, et elle m'appelait. Elle me dit « Tu me vois ?» Et effectivement, je cherchais à la voir, mais je ne la voyais pas. Elle me disait « Je suis là, regarde, etc. » Enfin, elle essayait de se situer pour que je puisse la voir.
Et je la voyais pas. Et à la fin, elle m'a dit, bon, c'est pas grave, écoute-moi, parle-moi. Et on a donc parlé, et c'est donc de cette période où j'ai eu le typhus, c'est la seule chose dont je me rappelle. Vous aviez la vue, en fait... Non, ouais, je voyais pas. Ouais. J'étais, excusez-moi, mais dans le cirage. Vous savez, on délire, on raisonne plus, on voit plus, on comprend plus, et on a beaucoup de fièvre. Mais enfin, les Russes ont eu le mérite, malgré leur inorganisation dans ce domaine, ils ont eu le mérite de prendre des décisions qui ont fait que certains ont pu s'en tirer. Donc, ça a duré combien de temps après? Alors, on a été libérés le 23 avril et on a été rapatriés, je vais vous raconter comment, le 29 juin 1945. Donc, pour nous, la libération s'est faite beaucoup plus tard que pour les Français, qui ont été libérés. Paris a été libéré le 24 août 1944. Et nous, là, on est en juin 1945. Donc, les Russes ne rapatriaient pas. Mais par contre, je vous l'ai dit, c'était des femmes de prisonniers. Certains prisonniers de guerre qui étaient rentrés à Paris se sont mis à la recherche de leurs épouses et de leurs enfants. Notamment un officier français a réussi à aller à Bergen-Belsen pour essayer, puisqu'il a su que les femmes de prisonniers avaient été envoyées à Bergen-Belsen, pour essayer de retrouver sa femme et sa fille. Là, on lui a dit qu'on était parti dans un train. Et je ne sais pas comment il a fait, mais enfin, il a retrouvé le train, il a su où il était, et il est venu rechercher sa femme et ses enfants. Et il ne s'est pas contenté de ramener sa femme et ses enfants. Quand il est rentré en France, il a prévenu les autorités françaises qu'un groupe de femmes et d'enfants françaises se trouvait à cet endroit-là et voulait être rapatriés. Mais c'était la zone russe, et donc les Français ne pouvaient pas y avoir accès. Et comme les Russes ne s'en occupaient pas, ce sont les Américains qui sont venus nous chercher en camion et qui nous ont amenés à Leipzig. Et c'est de Leipzig que nous avons été rapatriés dans un train, à bestiaux, mais très peu nombreux, ouverts, avec toute la nourriture qu'on voulait. Et on est arrivé donc à Paris le 29 juin 1945. Mais on est arrivé à Paris dans l'état où nous étions, c'est-à-dire très maigres, mal habillés, et le gouvernement français avait organisé à l'hôtel Lutetia la réception de tous les anciens déportés. Et là, on nous faisait passer des visites médicales, et on nous donnait l'équivalent de 100 francs, et puis une chemise, et puis un pantalon, et puis voilà, et puis on nous lançait dans la vie. Je ne sais pas si vous remarquez, mais c'est qu'actuellement, dès qu'il y a un événement important, un détournement d'avion, un tsunami ou quelque chose, des gens qui ont assisté à des conditions de vie difficiles, on leur envoie des psychologues pour essayer de les aider à réagir et pour qu'il n'y ait pas trop de traces en eux. Nous, il n'y avait pas tout ça. Et pourtant, pendant 3 ans, on avait vu le pire de ce que les hommes sont capables de faire. On avait souffert, on avait vu des morts. On était enfants, et on a été tous, autant qu'on est, très marqués par ce que nous avions vécu. D'ailleurs, là, on arrive à parler, parce que nous sommes parmi les derniers des gens qui ont été déportés, puisque nous avons été déportés parmi les plus jeunes, et donc on est parmi les derniers, et donc on a conscience d'un devoir de mémoire que nous avons, et d'avoir à raconter ce que nous avons vécu, de manière à ce que nos enfants, nos petits-enfants, n'aient pas éventuellement à connaître ce genre de souffrance. Donc je voudrais savoir, donc vous êtes arrivé à l'hôtel Lutetia avec votre mère. Comment ça s'est passé? Alors, ça s'est passé
été très émouvant parce que ma mère a voulu prévenir notre famille que nous étions rentrés. À l'époque, le téléphone, il n'y avait pas de téléphone portable et beaucoup de gens n'avaient pas le téléphone, mais elle avait un cousin qui avait le téléphone. Elle lui a donc téléphoné, elle a eu la chance de le trouver et donc de savoir ce qu'il était advenu de mon grand-père, ma grand-mère et mon frère qui étaient restés ici. Et donc, elle a appris que mon grand-père avait été arrêté lui aussi, et qu'il avait été arrêté au mois de juillet 1944, c'est-à-dire que les Alliés avaient déjà débarqué, et il est parti à la dernière déportation. La dernière. Le dernier convoi qu'il y a eu, il était dedans. Et ce convoi, il a été directement à la chambre à gaz. Donc, on ne savait pas encore qu'il ne reviendrait pas, hein, mais on a appris qu'il avait été arrêté. Donc pour ma mère, ça a été un grand chagrin. Mais par contre, mon frère était scout. Et donc, il a pu venir à l'hôtel Lutetia avec ce cousin que l'on avait prévenu. Et mon frère, quand je l'ai quitté, moi, il avait 11 ans. Et quand je suis revenu, il en avait 15 pratiquement. Et lui, il avait complètement changé. Il était habillé en scout, il avait du poil sur les jambes, il avait de la barbe, il était grand, immense, alors que moi j'étais resté tout petit, ma croissance avait été entravée. J'ai pas reconnu. C'était mon frère avec qui je jouais, et là, c'était un homme. D'ailleurs, quand je suis arrivé, on s'est assis. Quand il est arrivé, on s'est assis, il m'a pris sur ses genoux, et j'ai eu l'impression que c'était presque mon père. Et là, pour moi, ça a été dur à vivre, hein, de voir comment il était devenu et ce que j'étais resté. Donc, on a retrouvé mon frère et ma grand-mère. On nous a donné ce que je vous ai dit tout à l'heure, et on s'est retrouvés dans la rue, mais nous, on avait été arrêtés à Saint-Nazaire. Saint-Nazaire avait été bombardée. Notre maison était complètement vidée. Elle n'existait plus, elle avait été bombardée. Tout ce qu'on avait, on n'avait plus rien. Et on revenait de déportation sans rien. Ma grand-mère était dans une chambre d'hôtel, mais une chambre d'hôtel meublée, très petite, où on n'avait même pas le droit de cuisiner. Et on se trouvait à 4 dans cette chambre d'hôtel, sans ressources. Donc on a connu vraiment des conditions de vie très difficiles. Et le plus grave, c'est qu'à la visite médicale que j'ai passée à l'hôtel Lutetia, on m'a passé une radio, et on a trouvé que j'étais atteint de tuberculose. Car 3 ans de captivité, ça avait laissé des traces. Les privations, la nourriture. Donc à mon retour, j'avais 12 ans, et j'ai été immédiatement hospitalisé. On m'a fait un pneumothorax. À l'époque, la tuberculose se soignait comme ça. On m'a fait un pneumothorax. Et puis on m'a envoyé en sanatorium. Donc pour moi, ça continuait. J'étais parti à 9 ans de chez moi, et pendant 2 ans, j'ai été en sanatorium, et là, tout seul. J'avais même plus ma mère. Donc inutile de vous dire moralement que j'étais vraiment désespéré. Parce que je disais, mais quand vais-je avoir une vie normale? Quand vais-je pouvoir être comme tout le monde? En plus, j'étais petit, j'avais pas grandi. J'étais pas, si vous voulez, j'étais maigre, j'étais petit, j'étais pas comme les autres. Et j'avais tellement envie d'être comme les autres. Mais à cette époque, j'ai quand même compris quelque chose tout seul. À cette époque, j'ai compris que si un jour, justement, je voulais être comme les autres, si je voulais avoir une vie normale, il fallait que j'essaye d'oublier complètement ce que j'avais vécu. Il fallait que je mette ça dans un coin de mon esprit, mais que je n'y pense plus. Parce que si je ressassais tout ça, comment croire en l'homme?
comment pouvoir espérer avoir une vie sociale normale? Comment pouvoir se marier, faire des enfants? C'était impossible. J'avais 12 ans et j'ai eu la sensation qu'il fallait vraiment occulter de mon esprit cette période de ma vie. Et à part des nuits où je me réveillais et dans l'inconscience du sommeil, je me demandais où j'étais, si j'étais encore là-bas, donc ça partait pas complètement. Mais pour le reste, j'avoue que j'ai réussi à essayer d'oublier. Bon, pas oublier complètement, mais en tout cas, de faire abstraction de cette période de ma vie. Et c'est volontairement que j'ai refusé d'en parler. D'abord parce que, au début, quand j'en ai un peu parlé, je ne trouvais pas les mots pour raconter ça. Comment pouvoir raconter ce qu'on avait vu, ce qu'on avait vécu? Il n'y a pas de mots pour raconter ça. D'ailleurs, ce que je vous dis aujourd'hui, à côté de la réalité, ça n'a rien à voir. Il y avait tout qui faisait que les conditions de vie, c'était exécrable. C'était impensable. Comment les Allemands ont-ils pu imaginer cette industrialisation? Comment ont-ils pu organiser cette extermination d'une catégorie de gens? Donc moi, je ne voulais pas en parler. Ma fille, à plusieurs reprises, me posait des questions. Et moi, j'éludais tout le temps. Je ne pouvais pas en parler. Il y avait quelque chose qui m'en empêchait. Et maintenant, 60 ans après, vous voyez, j'y arrive. Mais j'y arrive grâce au fait que j'ai écrit mon récit du jour de mon arrestation au jour de ma libération. Et ça a été pour moi une sorte d'analyse personnelle. Et j'arrive quand même à pouvoir me libérer de tout ça. Les souvenirs reviennent et je n'ai pas peur d'aborder le problème. Est-ce que vous avez dit quand vous étiez au camp, vous étiez tenu dans l'espoir par l'idée qu'un jour vous seriez libéré? Donc ça, c'est un sentiment que vous n'avez pas du tout ressenti apparemment quand vous êtes... ou un petit peu quand même, enfin ce qui vous avait fait tenir apparemment. Ah si, si j'ai résisté à Bergen-Belsen, c'est avec cette idée qu'un jour ou l'autre ça finirait. Ça finirait dans le bon sens du terme. C'est-à-dire que je serais libéré. Le seul moment de désespoir, d'envie de mourir, de désir de mourir, ça a été dans le train. Mais pour le reste, l'idée m'est pas venue que j'allais mourir. Et donc, cette expérience partagée avec votre mère, c'est la même chose? Vous n'avez pas pu la formuler ensemble, en parler du tout, après la guerre? Non. Maman en a parlé à mon frère, elle a pu, elle, en parler, mais jamais devant moi et jamais ensemble. On n'évoquait plus le problème. De temps en temps, elle me faisait une allusion, de temps en temps, elle me disait « Tu te rappelles d'une telle ?» Elle a rencontré certaines des femmes qui étaient avec nous, donc, mais c'était pas un sujet de conversation entre nous. On n'avait pas envie. On n'avait pas envie d'en reparler. C'était une période difficile de notre vie et on était plutôt tourné vers l'avenir que vers le passé. Et la plus grande revanche qu'on ait pu avoir sur ceux qui ont voulu nous tuer, c'est qu'on a vécu, vous voyez, et que d'autre part, on a eu des enfants et même des petits-enfants. Et ça, c'est une belle revanche. J'aurais encore une question. Donc vous allez 2 ans en sanatorium, vous avez quoi, 14-15 ans? Comment est-ce qu'après vous avez repris le... Moi j'ai quitté l'école, j'avais 9 ans. Inutile de vous dire que ni à Drancy, ni à Bergen, ni au sanatorium, j'ai suivi des cours. Et je reviens donc après ces aventures, j'ai 15 ans. Et je suis... comme un enfant, au point de vue instruction, comme un enfant de 9 ans. Mais on ne va pas me remettre à l'école communale en cours moyen. J'avais, à l'époque, je dis bien à l'époque, une mémoire formidable. Je me rappelais de tout. Je disais quelque chose, je le savais.
Et j'avais aussi un esprit pragmatique. Donc, on m'a fait rentrer au lycée Arago à Paris en 4e moderne. Je me suis retrouvé avec des enfants de mon âge, de 15 ans, mais qui, eux, avaient déjà fait la 6e, la 5e. Qui, par exemple, en langue vivante, avaient 2 ans d'anglais. Qui savaient ce qu'étaient les mathématiques, qui avaient fait de l'algèbre, qui avaient fait de la géométrie, qui savaient l'organisation. Moi, j'arrivais dans un lycée, alors que j'avais quitté l'école communale. Je ne savais pas un mot d'anglais. Pendant les cours d'anglais, moi je ne comprenais rien, parce que ça parlait anglais tout le temps. Mais chez moi, ma grand-mère me parlait en espagnol, parlait le ladino, une sorte de patois espagnol. Et pour passer le bac, une langue suffisait. Et comme j'avais l'esprit pragmatique, je me suis dit, je laisse l'anglais de côté, et par contre, je travaille à fond l'espagnol. De même, en mathématiques, en algèbre, je ne comprenais rien. Les équations, les machins, pour moi, je ne pouvais pas comprendre, puisque je n'avais pas les bases mathématiques. Par contre, il y avait des questions de cours. Et je vous ai dit, j'avais une excellente mémoire. Donc j'apprenais la question de cours. Et quand on était interrogé, la question de cours, elle était parfaite. S'il y avait un problème avec, là j'avais 0. J'avais 10 sur la question de cours, j'avais 0. J'avais la moyenne. Donc j'ai essayé de rattraper, et puis petit à petit, j'ai un peu approfondi mes connaissances. Je disais qu'il me manquait quand même les bases pour vraiment être à la hauteur des autres. Mais malgré tout, en 3e, il y a eu le brevet, je l'ai eu. Parce que, je vous dis, j'avais réussi à colmater une partie des brèches, avec ma mémoire d'apprendre certaines choses. J'avais la volonté aussi d'écrire sans faire de fautes, donc j'ai beaucoup lu. Et petit à petit, j'ai refait une partie de mon retard, et donc j'ai pu passer mon bac avec les autres. Alors, je n'ai pas eu du premier coup, je l'ai eu après, mais je l'ai eu quand même. Donc ça a été dur, mais j'ai réussi quand même à rattraper une partie du retard. Et ensuite, ça vous a mené vers quelle profession? Alors, ma mère, on était très pauvres, je vous l'ai dit, mais ma mère était très ambitieuse pour ses fils. Elle voulait qu'on soit ou dentiste ou médecin. Donc, je suis à l'époque au bac, mais mon frère, lui, il est en 3e année de dentaire. Et je vous ai dit également qu'on vivait avec ma grand-mère. Et ma grand-mère est tombée malade. Elle a eu une hémiplégie, et donc elle avait besoin de soins constants. Et ma mère, qui travaillait pour nous nourrir et pour faire face à nos besoins, a été obligée de s'arrêter de travailler pour soigner ma grand-mère. Donc il fallait qu'un de nous deux, mon frère ou moi, nous arrêtions nos études pour pouvoir pallier le fait que ma mère ne travaillait plus. Mon frère était en 3e année de dentaire. À l'époque, il fallait 5 ans, donc il lui restait 2 ans pour être dentiste. Moi, j'étais qu'au bac, il me fallait au moins 5 ans pour l'être, donc il était plus logique que moi qui arrête. Donc, j'ai arrêté mes études à ce moment-là, mais je ne savais rien faire. J'avais aucune expérience. Je ne savais pas quel emploi prendre pour pouvoir. Et j'avais un ami qui était représentant et qui m'a dit, si tu veux, je peux essayer de te faire entrer dans ma boîte. Et donc, il m'a présenté et il m'a fait rentrer dans sa boîte. J'ai commencé par faire de la représentation. Ça n'a pas été facile parce que je n'avais pas de voiture. On me donnait une serviette d'échantillonnage. Il fallait marcher toute la journée pour essayer de vendre un petit peu des échantillons que je transportais. J'ai pas eu une réussite exceptionnelle, tout au moins au début. Et après, ça allait mieux? Après, ça a été un peu mieux, oui. Et maintenant, ça... Après... Vous savez, tout ce que j'ai entrepris jusqu'à la naissance de ma fille, ça ratait. Je touchais à quelque chose, c'était mauvais. Et
puis je me suis marié, j'ai connu ma femme, je me suis marié, j'ai eu ma petite fille. Et du jour de sa naissance, tout a changé. C'est là où tout ce que j'entreprenais me réussissait. Comme si elle était arrivée avec ses petits bras chargés de bonheur. Et quel a été le déclic pour parler? Vous disiez tout à l'heure qu'elle vous posait des questions que vous éludiez. Le déclic, ça a été l'écriture de mon récit. Cette libération de tout ce que j'avais enfoui en moi et que j'avais réussi à ressortir. Parce que c'est pas que je voulais pas parler, je pouvais pas. Et quand j'ai décidé d'écrire ce récit, eh bien, j'ai mis 6 ans pour le faire, parce que chaque fois que je voulais me mettre à écrire, je trouvais toujours un prétexte pour dire « on verra demain ». Là, aujourd'hui, j'ai pas envie. Et il est arrivé des moments où, pendant 1 an, j'y ai pas touché. Je me trouvais toujours une raison de ne pas avoir à écrire aujourd'hui. Mais enfin, j'ai quand même réussi à y arriver au bout. Et vraiment, je pense que ça m'a libéré. Ça m'a fait du bien. Et je conseille à tous ceux qui sont dans l'état où j'étais de le faire. Ça n'a pas une grande valeur sur le plan du récit, sur le plan de l'écriture, mais en tout cas, sur le plan de l'efficacité psychologique, ça c'est intéressant. Donc vous avez réussi à retrouver des souvenirs? Oui, mais encore une fois, et je le dis dans le récit, c'est que ce sont les souvenirs d'un enfant. On n'appréhende pas les événements de la même manière quand on est adulte que quand on est enfant. Et moi, dans les souvenirs que j'ai, ce ne sont que les souvenirs d'un enfant. Et je vous l'ai dit, ce sont des souvenirs d'un enfant qui ont eu lieu il y a 60 ans. Alors, bon, il y a des choses dont je me rappelle, qui m'ont marqué plus que d'autres, et il y a des choses que j'ai oubliées. Vous me demandiez tout à l'heure ce que je faisais dans le camp dans la journée, je ne sais plus. Et je suis sûr que si vous avez affaire à quelqu'un qui était avec moi et qui vous raconte le récit, il aura, lui, une vision, une approche ou un souvenir tout à fait différent des miens. Bon, il se rappellera qu'il a eu faim, qu'il a eu froid, qu'il a eu peur, mais il ne se rappellera pas forcément les mêmes choses que moi. Et sinon, est-ce que vous témoignez aussi dans... Non, jusque-là non. Mais on m'a proposé il n'y a pas longtemps de le faire. Et sans doute, je vais le faire, mais je veux d'abord voir comment les autres témoignent. Parce que je voudrais que mon témoignage il soit efficace. Je ne voudrais pas que ce soit un récit comme ça, qui n'apporte rien, qui fasse passer 1 ou 2 heures de cours à des élèves. Je voudrais leur faire comprendre ce que ça a été. Je voudrais qu'ils sachent pourquoi ça a été. Et je voudrais qu'ils sachent aussi que ça peut arriver n'importe quand et à n'importe qui. Et je voudrais aussi faire comprendre que ce qui s'est passé, comme l'a dit Primo Levi, ça a existé, ça peut exister encore. Donc, je voudrais être en mesure de le faire et je ne suis pas sûr d'en avoir la capacité. Et c'est pour ça que je veux voir un peu comment les autres font et de prendre la décision après de savoir si je dois témoigner auprès de ces jeunes et si je peux leur apporter quelque chose ou pas. Parce que si c'est pour ne pas leur apporter quelque chose, c'est pas la peine. Vous doutez encore du fait que votre témoignage en lui-même puisse être un... Vous savez, il faut communiquer, il faut leur faire comprendre ce que c'était. Et est-ce qu'on trouve les mots auprès de jeunes pour leur expliquer ça? Je ne suis pas sûr. J'ai besoin de voir comment les autres procèdent avant de décider de le faire moi-même. Mais j'ai la volonté, si je sais que je peux apporter quelque chose, maintenant, de le faire. Je crois qu'on va en terminer là. Je vous remercie. Je vous en prie, c'est moi qui vous remercie.